Bonjour à toutes et à tous, je vous présente pour la première fois cette année le ciel du mois, les éphémérides, tout ce qu'on pourra observer si la météo s'améliore à l'œil nu ou avec de petits instruments dans le ciel. Mais avant, eh bien, je vous présente du fond du cœur tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Puisse-t-elle être l'année de nos retrouvailles, de la joie de discuter astronomie de manière conviviale entre nous en se voyant, parce que là ça commence à faire long. Je crois qu'on peut se le souhaiter à tous, ainsi qu'une bonne santé. Ça prend plus que jamais tout son sens cette année. Alors ces éphémérides, eh bien, je les ai ouvertes avec une photo de la fin de 2020. C'est une image de la grande conjonction entre Jupiter et Saturne qui a connu son point culminant le 21 décembre, mais qui était déjà observable à partir du 16, du 17 jusqu'au 23 plus ou moins. Et, euh, et ceci, ben voilà, c'est une image qui a été faite avec un appareil photo numérique depuis la terrasse de mon appartement, comme beaucoup d'images astronomiques que je fais. Et ben vous voyez la lumière, très bien la lumière cendrée qui éclaire la partie sombre de la Lune, puisque la Lune était toute jeune, âgée de 3 jours à ce moment-là. Donc il y a un fin croissant de Lune, fort surexposé évidemment, vu le temps de pause et le clair de terre éclairant la partie sombre de la Lune. Voilà, vous avez là les détails des conditions de prise de vue et un plan un peu plus rapproché. Alors j'ai le même soir, parce que la météo n'a pas laissé beaucoup de répit avant et après, et surtout après malheureusement, c'est toujours donc le 17, c'est-à-dire pas au moment du maximum. J'ai pu quand même faire tenir tout dans le champ de la caméra fixée sur mon télescope de 10 pouces. Et donc sur cette image, eh bien, vous reconnaissez bien sûr Jupiter, on aperçoit même la grande tache rouge, et Saturne, et quelques petits points qui se promènent autour de ces deux planètes géantes, eh bien ce sont des lunes, et nous avons sur cette image pas moins de 9 satellites, 9 lunes dans ce portrait de famille, dont deux des plus grosses lunes dont les deux pardon, plus grosses lunes du système solaire, que sont Ganymède, une lune de Jupiter, donc Ganymède, et bien sûr Titan, une lune de Saturne. Ce sont les deux plus grosses lunes du système solaire avec plus de 5000 km de diamètre, la nôtre faisant un peu plus de 3000 si je me souviens bien. Et donc voilà, cette image, elle a été faite le 17 décembre vers 16h55 temps universel, pour arriver à obtenir le bon compromis entre les différentes expositions, puisque Jupiter est extrêmement brillante, Saturne moins et les lunes encore beaucoup moins. Donc pour ne pas avoir Jupiter ou Saturne et surtout Jupiter complètement surexposés tout en rendant les lunes visibles, eh bien j'ai combiné plusieurs images, mais prises vraiment dans la foulée, au cours des mêmes 5-6 minutes, euh, mais avec différents paramètres de pose, de manière à obtenir une image composite avec à la fois les satellites et les deux planètes géantes. Les lunes de Jupiter, ben, vous les connaissez, les lunes galiléennes de Jupiter, on en a parlé régulièrement. On parle un peu moins, curieusement, me semble-t-il, des lunes de Saturne, et c'est pourquoi je vous propose un petit focus sur les très nombreuses lunes qui entourent cette magnifique planète. Le bestiaire est considérable, puisque autour de Saturne, on a identifié pas moins de 82 satellites, mais on soupçonne qu'il en existe beaucoup plus, au moins une centaine en plus et peut-être davantage encore, mais qu'on n'a pas réussi à observer ceux-là, mais néanmoins on soupçonne leur existence en raison de petites perturbations que l'on distingue dans les anneaux et dont on soupçonne qu'elles sont dues à l'impact gravitationnel d'un petit corps en orbite.
Les satellites de Saturne se divisent en de nombreuses catégories. On a les satellites bergers, les satellites des anneaux, les satellites majeurs internes et externes. Ce sont ces deux catégories qui vont nous intéresser un peu plus. Rassurez-vous, je ne vais pas vous les faire tous. Il y aurait de quoi faire une conférence de 3 heures, je pense. Il y a aussi les alcyonides, les lunes co-orbitales, les troyens, les satellites irréguliers avec le groupe des Inuits, des Celtes et des Nordiques. Voilà, ça vous donne une idée de la variété et de l'importance du bestiaire auquel nous avons affaire. Mais donc ici, je vais me focaliser sur les lunes qui apparaissent sur la photo et justement, ce sont des lunes satellites majeurs, c'est-à-dire évidemment parmi les plus gros satellites de Saturne et internes et externes. Alors, que, que signifie la distinction entre satellites internes et externes? Eh bien, cette définition se situe par rapport à l'anneau le plus externe de Saturne. C'est un anneau extrêmement diffus, peu visible. Il a été découvert seulement en 1967. C'est l'anneau E. C'est un anneau très large. Vous voyez sa taille par rapport aux autres. Il commence à 180 000 km à peu près du centre de Saturne et il se termine à plus de 430 000 km du centre de celle-ci. Et l'origine de cet anneau diffus, eh bien, c'est justement, nous allons en reparler un peu plus en détail, une de ces lunes, un de ces satellites majeurs internes qui est Encelade. C'est à lui que l'on doit la présence de cet anneau. Et donc nous avons ici 4 satellites majeurs internes et 4 satellites majeurs externes. Les 4 satellites majeurs internes sont mi-masse, qui n'apparaît pas sur la photo, Encelade, Thétis et Dionée qui, ces trois-là par contre, sont bien présentes sur la photo. Et puis nous avons les satellites majeurs externes que sont Rhea, Titan, qui sont tous les deux sur la photo, Hyperion et Japet, qui eux ne sont pas sur la photo. Faisons un petit portrait de ce petit monde, en commençant par Thétis, donc, qui est un satellite majeur interne. C'est une petite lune de 1066 km de diamètre, c'est le 5e satellite par la taille, qui est fortement cratérisé, comme à peu près tous les satellites d'ailleurs de Saturne, et sa densité de 97% de celle de l'eau liquide suggère que ce corps est un immense glaçon, à peu de choses près, avec quelques roches, quelques cailloux pris dans la glace. Cette lune fortement cratérisée n'a aucune activité géologique connue, visible. Il y a cependant un petit dimorphisme que l'on peut constater. Vous voyez sur la partie supérieure gauche de l'image, de la représentation de Thétis, c'est en fait l'hémisphère qui est en permanence tourné vers Saturne, et on voit effectivement que l'aspect est un peu plus lisse, moins cratérisé en tout cas, et on pense en fait que la glace de cet hémisphère est restée liquide plus longtemps en raison des effets de marée dus au champ gravitationnel de Saturne. Encelade, un satellite très intéressant, c'est la deuxième plus petite des lunes majeures internes, et elle, contrairement à Thétis, possède une réelle activité géologique due évidemment aux effets de marée induits par Saturne, mais aussi par Dionée. Elle réfléchit quasiment 100% de la lumière du soleil qu'elle reçoit. Sa surface glacée est très brillante. Elle est également très variée, avec de nombreux cratères, mais aussi des zones plus lisses et des rayures qui
s'apparentent parfois à des fissures, parfois même très profondes, notamment au pôle sud. Nous avons une série de fissures parallèles entre elles, appelées rayures du Tigre. Et ces fissures sont des zones plus chaudes que le reste de la surface d'Encelade. Et la sonde Cassini a découvert quelque chose de très intéressant et de vraiment fascinant. Elle a découvert en fait que ces fissures étaient la source de geysers, qui sont constitués de fines particules glacées. C'est de l'eau qui se sublime évidemment dans le vide intersidéral. Et ces fines particules glacées, très très fines comme de la fumée de cigarette, alimentent en fait l'anneau E, forment en grande partie l'anneau E. Alors ces geysers sont évidemment une preuve irréfutable de la présence d'eau liquide, en tout cas sous le pôle sud et peut-être globalement sous la surface, sous la banquise globale d'Encelade. Cette eau liquide est peut-être en contact avec un noyau rocheux, lui-même échauffé par les effets de marée liés à la présence de Saturne. Et donc, les exobiologistes, évidemment, s'intéressent très fort à Encelade. Peut-être y aurait-il des conditions favorables à l'émergence d'une vie primitive dans ce qui s'apparente à un océan qui se trouve sous la banquise d'Encelade. Dionée, Dionée, eh bien, c'est le quatrième plus grand satellite de Saturne. C'est un satellite majeur interne. Dionée a un diamètre de 1123 km et, chose intéressante, elle orbite à la même distance de Saturne que la Lune de la Terre, autour de 370 000 km. Comme la Lune, eh bien, elle présente à Saturne toujours la même face. Elle possède un noyau rocheux relativement important qui représente un tiers de sa masse, le reste étant de la glace. Et elle est bombardée en permanence par les très fines particules de glace qui forment l'anneau dans lequel elle se trouve, l'anneau E. Elle est couverte de cratères, mais sur l'image vous voyez également de fins filaments clairs qui sont en fait de grandes falaises de glace de quelques centaines de mètres. Et le fait que la face qui se présente en permanence à Saturne comporte plus de cratères que le côté extérieur n'est pas normal, ça devrait être le contraire, et ça suggère en fait que Dionée a peut-être pu pivoter comme une bille de 180 degrés suite à un violent impact. Je vous présente maintenant Rhea, qui est le deuxième plus grand satellite de Saturne. C'est un des 4 satellites majeurs externes avec Titan, Hyperion et Japet. Son diamètre est de 1528 km. Sa composition, c'est plus ou moins 3 quarts de glace et un quart de roche. Elle ressemble très fort à Thétis et Dionée avec une surface très fortement cratérisée. Et comme Thétis et Dionée, elle présente toujours la même face à Saturne et ne semble pas avoir d'activité géologique. Titan, c'est le plus grand satellite de Saturne et c'est la deuxième plus grande lune du système solaire avec un diamètre de 5151 km. Titan représente à lui seul 96% de la masse, de la totalité de la masse en orbite autour de Saturne. C'est considérable. Alors c'est un objet extrêmement intéressant, unique par sa taille, mais aussi en tant que lune, mais aussi par le fait que c'est la seule lune connue du système solaire à posséder une atmosphère très dense, qui est ici constituée essentiellement d'azote et qui est 60% plus dense en fait que celle de la Terre. De très nombreux nuages sont en suspension dans cette atmosphère et nous empêchent d'observer facilement, en tout cas dans la lumière visible, la surface de Titan. Des images néanmoins faites par des moyens hors de la lumière visible, des images notamment radar, ont montré qu'il y avait à la surface de Titan un véritable réseau de rivières et de lacs. On a montré aussi qu'il y avait de la pluie sur Titan,
Mais contrairement à la Terre, eh bien, ce n'est pas de l'eau liquide dont il s'agit, mais d'hydrocarbures, essentiellement du méthane et de l'éthane, mais qui forment un véritable réseau hydrographique avec de la pluie, des rivières et des lacs comme à la surface de la Terre. Euh, Titan est donc un lieu extrêmement intéressant pour les exobiologistes parce qu'il ressemble en pas mal de points à ce que pouvait être la Terre primitive, cependant en beaucoup plus froid. Mais donc à ce titre, eh bien, Titan pourrait héberger un environnement prébiotique, voire biotique, sous la forme d'une vie microbienne primitive. Donc Titan va faire l'objet certainement dans l'avenir d'encore beaucoup de sondes d'intérêt et de missions. Voilà, c'était ce focus sur le monde fascinant décidément de Saturne. Nous allons maintenant évoquer les éphémérides de ce mois de janvier, en commençant, comme on le fait toujours, par les planètes. Et d'abord Mercure. Mercure était, vous vous en souvenez peut-être, complètement inobservable en décembre. Elle était en conjonction supérieure le 20 décembre. Eh bien, en janvier, elle revient. Elle revient dans le ciel du soir, au crépuscule. Ce 11 janvier, d'ailleurs, elle sera en conjonction avec Jupiter, dont c'est la fin de la période d'observation également. Ce sera à voir 40 minutes après le coucher du soleil, donc le 11 aura de l'horizon ouest-sud-ouest. Nous en reparlerons. Donc elle sera à son élongation maximale de 18 degrés et demi à l'est du soleil le 24 et le 31 elle se couchera 1h20 après le soleil. Malheureusement à ce moment-là elle sera 8 fois moins brillante qu'actuellement, ce qui fait qu'elle sera quand même assez délicate à observer. Mars, eh bien, elle continue malheureusement à s'éloigner de nous. Elle est dans les poissons. Elle brille encore pour quelques jours d'une magnitude négative et elle est pour l'instant à 55 degrés au-dessus de l'horizon sud à la fin du crépuscule astronomique. Le 31, son diamètre apparent ne sera plus que de 8 secondes d'arc, donc ce sera vraiment très compliqué de distinguer des détails à sa surface, à moins d'un très très gros instrument et de conditions complètement dénuées de turbulence et encore. Mais néanmoins, à l'œil nu, elle sera toujours bien visible à près de 60 degrés au-dessus du sud-sud-ouest à la fin du crépuscule astronomique, donc le 31. Saturne, nous en parlions, eh bien, elle sera en conjonction solaire le 24 et malheureusement, elle se couche trop vite après le Soleil, elle n'est plus observable ce mois-ci parce qu'elle ne brille plus suffisamment pour apparaître dans les dernières lueurs du crépuscule. En tout cas, à l'œil nu, peut-être que des poses photographiques peuvent encore la faire apparaître, mais en tout cas plus à l'œil nu, il n'y a plus assez de contraste. Vénus devient de plus en plus délicate à observer au fur et à mesure que le mois avance. C'est dans le ciel du matin qu'on a encore la possibilité de la voir malgré tout, mais elle est de plus en plus basse au-dessus de l'horizon est-sud-est en raison de l'inclinaison de l'écliptique et son élongation ouest diminue. Il faut donc vraiment pouvoir l'apercevoir avoir un ciel parfaitement dégagé vers l'est et pouvoir tenter de l'apercevoir dès son lever. Sinon, ça devient vraiment très compliqué. Jupiter, eh bien, comme Saturne, elle va devenir inobservable ce mois-ci, en tout cas après le 11, où elle sera en conjonction avec Mercure, nous vous en parlions. Euh, Jupiter, à ce moment-là, au moment de sa conjonction avec Mercure, le 11, elle ne se couchera plus qu'une demi-heure après le Soleil, et car elle se confondra avec le Soleil, elle sera en conjonction solaire à la fin du mois, le 29. Donc la période d'observation est terminée également pour Jupiter. Parlons d'Uranus, même si c'est un peu plus délicat de la voir à l'œil nu, c'est une bonne période pour l'observer avec une petite lunette par exemple. Elle sera en quadrature à l'est du Soleil le 26, c'est-à-dire que vue de la Terre, elle formera un angle droit avec le Soleil, à l'est duquel elle se trouvera. Et à ce moment-là, le 26, elle passera au méridien à la fin du crépuscule
55 degrés au-dessus de l'horizon entre le poisson et les poissons et la baleine. Et sa magnitude de 5,8 fait que, en théorie, dans un très bon ciel, avec de très bons yeux, elle pourrait pouvoir être repérée à l'œil nu. Le traditionnel calendrier lunaire notait donc une nouvelle lune le 13 janvier et la pleine lune le 28. Et le tableau habituel qui vous montre l'élévation de la Lune au-dessus de l'horizon en fonction de la latitude et surtout en fonction de l'avancement du mois. Évoquons rapidement, même s'il est passé, un essaim de météores parce que c'est un des plus importants de l'année. Ce sont les Quadrantides qui sont actifs du 1er au 5 janvier. euh, avec un taux quand même relativement important de météores entre 50 et 100 et 200 étoiles filantes par heure. Euh, alors, comme vous le savez, le nom des essaims de météores proviennent de l'endroit où se trouve leur radiant dans le ciel, donc l'origine apparente des météores. Ce sont donc des noms qui sont dérivés de noms de constellations. Et celle-ci, ben, c'est un peu particulier, puisque les Quadrantides tirent leur nom d'une constellation qui n'est plus reprise maintenant par l'Union astronomique internationale, mais qui avait été inventée au XVIIIe siècle par l'astronome Jérôme de Lalande. C'était le cadran mural que vous voyez sur cette image, et qui était une constellation située entre le Dragon, la Grande Ourse, le Bouvier et Hercule. Les Quadrantides ont une origine mal connue, mais qui serait associée. On pense que depuis 2008 que cet essaim est associé à l'astéroïde 2003 EH1, qui est apparemment le noyau d'une ancienne comète, qui n'a plus d'activité, mais qui aurait quand même connu un sursaut d'activité en 1800 et qui serait donc à l'origine des Quadrantides observés de nos jours. Il y a peut-être aussi une contribution de débris provenant de la comète 96P Machholz 1, qui est une comète qui est passée au périhélie pour la dernière fois le 27 octobre 2017, qui repassera nous visiter en 2023. Sachez aussi que le 2, la Terre est passée au plus près du Soleil à 13h50 temps universel. La Terre est donc passée au périhélie, c'est-à-dire à 147 millions, 91 144 km, c'est-à-dire 0,983 unités astronomiques. Alors l'instant du périhélie devrait théoriquement se produire au même moment chaque année, et pourtant cet instant peut varier dans le temps. Il peut se produire entre le 1 et le 5 janvier. La raison de cette variation, c'est que la Terre oscille en fait en raison de la présence de la Lune, en raison de la perturbation gravitationnelle provoquée par la Lune. Et on voit, comme sur le bas de cette image, qu'en fait le couple Terre-Lune oscille autour d'un barycentre qui se trouve en dehors du centre de la Terre, qui se trouve en fait quelque part entre la Lune et la Terre. Voilà une autre image où on le voit. Et donc en fonction d'où en est la Terre dans cette oscillation autour du barycentre du couple Terre-Lune au moment où elle s'approche au plus près du Soleil, eh bien cet instant précis du périhélie peut varier de quelques jours. Les conjonctions à observer, celle-ci est un peu sportive parce qu'elle se passe vraiment très très peu de temps après le coucher du soleil. La fenêtre d'observation est très très courte. Il faut observer entre 40 et 50 minutes après le coucher du soleil. Eh bien, nous en parlions tout à l'heure, c'est la conjonction entre Jupiter et Mercure, très bas sur l'horizon ouest-sud-ouest. Donc il faut que ce soit absolument bien dégagé dans cette direction-là sur votre site d'observation. Et là, 2 degrés au-dessous de l'horizon ouest-sud-ouest, vous pourrez apercevoir Jupiter et Mercure. Dans la simulation Stellarium que vous voyez là, on aperçoit également Saturne, mais dans la pratique, comme je vous le disais, elle ne sera plus visible parce qu'elle sera trop baignée dans la lumière du soleil couchant.
Un autre essaim de météores, ce sont les delta Cancrides. Cancride, comme son nom l'indique, eh bien, ça veut dire que le radiant de cet essaim de météores est situé dans le Cancer, plus précisément tout près de M44, le fameux amas ouvert de la Crèche ou de la Ruche. Les deltas de Cancride seraient associés à la comète C 1931 P1 Rives, dans la dénomination donc de la nomenclature qui sous-tend la dénomination de cette comète, eh bien, la lettre C signifie que la comète a une longue période supérieure à 200 ans et 1931 c'est donc l'année de sa découverte et P ça représente par convention la quinzaine du mois de la découverte, donc A par exemple c'est la première quinzaine du mois de janvier et puis ainsi de suite. C'est donc Percy Mayo Rives qui était un astronome amateur anglais qui l'a découverte. L'essaim des delta Cancride est actif du 1 au 24 janvier, avec donc un maximum dans la nuit du 16 au 17. C'est pas un essaim extrêmement spectaculaire, on compte une moyenne de 10 météores par heure qui sont assez lents, qui rentrent dans l'atmosphère à environ 27 km/h. Et cette année, bah, les conditions sont plutôt favorables puisque nous étions en nouvelle lune le 13 et donc le petit croissant de lune n'est pas gênant, il se couche tôt, peu après 20h30. Le 20, précisément à 21h36, mais ce sera évidemment observable toute la soirée, Mars et Uranus seront en conjonction. C'est à observer aux jumelles ou avec une petite lunette, parce que même si vous avez un excellent site, Uranus, comme je vous le disais tout à l'heure, a une magnitude légèrement inférieure à 6, donc elle est théoriquement visible à l'œil nu, mais là, même si vos conditions sont excellentes, ce ne sera pas possible parce que le premier quartier de lune ne sera pas loin et donc il faudra vraiment zoomer sur la scène avec une petite lunette ou avec des jumelles. C'est donc le soir, le 20 en soirée. Le 21, à la fin du crépuscule, donc ici c'est une simulation qui est calée sur 19 heures, eh bien vous avez la Lune et Mars qui seront en conjonction dans les poissons. Le 23, en première partie de soirée, la Lune se promènera entre les deux amas, les deux grands amas ouverts de la constellation du Taureau. J'ai cité les Hyades et les Pléiades. Le 24, vers 2 heures du matin, la lune gibbeuse croissante sera en conjonction avec l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau, Alpha Tauri, c'est donc Aldébaran, qui est une géante rouge. Le 27 en soirée, un très bel alignement à observer. La lune sera quasiment pleine et elle sera, puisque la nouvelle lune c'est le 28, elle sera la pleine lune, pardon, ce c'est le 28 et elle sera pratiquement alignée avec les deux étoiles les plus brillantes de la constellation des Gémeaux, c'est-à-dire Pollux, Beta Geminorum et Castor, Alpha Geminorum. Et enfin, durant la nuit du 29 au 30, pour terminer en beauté le mois, eh bien, vous pourrez observer une conjonction, une belle conjonction entre la Lune et l'étoile la plus brillante de la constellation du Lion, Alpha Léo, c'est-à-dire Régulus. Et plus on avancera dans la nuit, eh bien, plus la Lune sera proche de Régulus. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de janvier, un très bon début d'année et je vous retrouve avec plaisir, probablement encore en virtuel malheureusement, mais avec plaisir quand même pour les éphémérides du mois de février. Au revoir.